Je m'appelle Claire Dubois et je suis architecte logiciel senior pour une entreprise de santé. Je gagne très bien ma vie, environ 140 000 € par an, et je suis financièrement indépendante depuis mes 23 ans. J'ai aujourd'hui 34 ans et je suis propriétaire de ma maison de maître de 3 chambres à Lyon depuis 10 ans. Pas de crédit, mon nom est le seul sur l'acte de propriété. Mais pour mes parents, les faits ont toujours été négociables lorsqu'il s'agit de mon frère Marc, l'enfant roi. Le jour où tout a explosé a commencé de manière assez ordinaire. Je travaillais depuis chez moi, finissant une revue de code sur mon ordinateur portable dans la véranda que j'avais rénovée 2 ans plus tôt. La sonnette a retenti à 11h47. Je n'attendais personne. J'ai ouvert la porte pour trouver mes 2 parents debout avec Marc et sa femme, Julie. Derrière eux, je pouvais voir un camion de déménagement tourner au ralenti le long du trottoir. « Fais tes cartons. Ton frère et sa femme emménagent demain », a dit maman, sans même me saluer d'abord. Elle regardait déjà par-dessus mon épaule vers l'intérieur de la maison, réorganisant mentalement mes meubles. J'ai cligné des yeux. « Pardon ? Quoi ? Ne rends pas les choses difficiles, Claire, a dit papa, son ton suggérant que j'étais déjà déraisonnable. Marc et Julie ont besoin de cette maison. Ils ont un bébé en route. Je les ai regardés fixement devant la maison que je possède depuis 10 ans. Papa a ri. C'était condescendant, méprisant. Tu ne possèdes pas la maison familiale, Claire. Nous avons acheté cette maison. Nous l'avons toujours considérée comme un bien familial. Cette audace m'a coupé le souffle. J'avais acheté cette maison entièrement avec mon propre argent en 2014. Mes parents n'avaient jamais contribué un seul centime. Ils n'avaient même jamais vécu ici. Ce n'est pas la maison familiale, ai-je dit lentement. C'est ma maison. Je l'ai achetée. Mon nom est sur l'acte. Le mien seul. Maman a agité la main comme si j'étais ennuyeuse. Sémantique. Ton père t'a donné l'argent de l'apport. Non, il ne l'a pas fait. J'ai économisé 70 000 € pour l'apport moi-même. J'ai des relevés bancaires prouvant chaque dépôt. Marc a pris la parole pour la première fois, sa voix tendue par une patience fabriquée. Claire, nous n'avons pas le temps pour ton cinéma. Julie est enceinte de 4 mois. Nous avons besoin de plus d'espace que notre appartement. Tu vis ici seul. C'est égoïste. Égoïste, ai-je répété. De vivre dans la maison que j'ai achetée. Tu es difficile exprès, a ajouté Julie, la main sur son petit ventre. La famille est de la famille. Nous ferions la même chose pour toi. C'était manifestement faux. Quand j'avais eu besoin d'aide pour déménager il y a 7 ans, Marc était trop occupé et mes parents avaient dit que je devrais engager des déménageurs puisque je gagnais tellement d'argent de toute façon. Laissez-moi être très clair, ai-je dit. C'est ma maison légalement, financièrement, de toutes les manières possibles. Vous ne pouvez pas emménager. Vous n'avez pas été invité. Le visage de papa s'est assombri. Nous ne demandons pas la permission. Marc a besoin de cette maison plus que toi. Tu peux emménager dans un appartement plus petit. Tu n'as pas besoin de 3 chambres et d'un jardin pour une personne seule. J'ai sorti mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais ? A demandé maman. J'appelle mon avocat, ai-je dit, faisant déjà défiler jusqu'au numéro de maître Richard Mercier. Richard avait géré mon achat immobilier et ma gestion de patrimoine. Il a décroché à la 2e sonnerie. Richard, c'est Claire Dubois. J'ai besoin de vous chez moi immédiatement avec les documents prouvant que je suis propriétaire de mon bien. Ma famille tente d'emménager chez moi sans permission et refuse de partir quand on le leur demande. J'ai aussi besoin que vous contactiez la police. Je suis sur le point d'avoir une situation de violation de domicile. Je suis à 12 minutes, a dit Richard immédiatement. J'appelle le commandant Michel directement. Ne les laisse pas entrer. J'ai raccroché. Ma famille me fixait. Tu as appelé ton avocat ? A dit Marc, incrédule. Sur ta propre famille ? Vous tentez de voler ma maison ? Ai-je dit sèchement. À quoi vous attendiez-vous ? Le visage de maman s'est tordu. C'est tout à fait toi, Claire. Toujours aussi froide. Choisissant toujours des étrangers plutôt que la famille. Nous t'avons élevé mieux que ça.
Vous m'avez élevée pour être indépendante et autosuffisante, ai-je corrigé. Je suis simplement ce que vous avez fait de moi. Papa s'est avancé, essayant de me pousser pour entrer dans la maison. J'ai tenu bon dans l'encadrement de la porte. Bouge, Claire. Nous allons commencer à décharger les affaires de Marc. Si tu mets un pied dans ma maison sans permission, tu seras arrêté pour violation de domicile et effraction. Tu n'oserais pas, a dit papa. Mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Regarde-moi faire. Nous sommes restés là dans un silence tendu pendant exactement 11 minutes. Puis une BMW s'est garée derrière le camion de déménagement et Richard Mercier est sorti avec sa mallette. 30 secondes plus tard, une voiture de police est arrivée. Le commandant Michel, une femme dans la cinquantaine qui avait géré un conflit de voisinage pour moi une fois auparavant, s'est approchée avec une expression neutre. Mademoiselle Dubois, votre avocat a indiqué que vous avez un litige de propriété. Ces individus tentent d'emménager chez moi sans permission, ai-je dit calmement. Ils revendiquent des droits de propriété qu'ils ne possèdent pas. Richard ouvrait déjà sa mallette. Commandant Michel, j'ai l'acte de propriété de ce bien. Claire Dubois est l'unique propriétaire. Date d'achat, juin 2014. Pas de cosignataire, pas de copropriétaire. Le prêt a été remboursé intégralement en 2019. J'ai aussi les documents d'assurance et les relevés de taxes foncières montrant que mademoiselle Dubois a payé toutes les taxes sur ce bien depuis 10 ans. Il lui a tendu un dossier. Elle l'a examiné attentivement. Et ces personnes, a demandé le commandant Michel en désignant ma famille. Mes parents et mon frère, ai-je dit, ils n'ont aucun droit légal sur cette propriété. Ils n'ont jamais vécu ici, n'ont jamais payé pour cela, n'ont jamais détenu aucune part de propriété. Le commandant Michel s'est tourné vers mes parents. Avez-vous des documents suggérant que vous avez des droits sur cette propriété? Le visage de papa était rouge. Nous n'avons pas besoin de documents. Nous sommes ses parents. Nous lui avons donné l'argent pour l'acheter. Avez-vous une preuve de ce don financier? A demandé Richard doucement. Virement bancaire, chèque, un accord de prêt. Silence. Parce que j'ai les dossiers financiers complets de mademoiselle Dubois de 2013 et 2014, a continué Richard. Chaque dépôt sur son compte épargne pour l'apport provenait de son employeur par virement direct. Il n'y a pas de dépôts importants provenant d'une autre source. Maman avait l'air paniquée maintenant. C'est absurde. Claire, dis-leur que c'est un malentendu. Nous sommes une famille. Ce n'est pas un malentendu. J'ai dit que vous êtes venu chez moi sans invitation, avez exigé que je quitte ma propre propriété et avez tenté d'installer quelqu'un d'autre. C'est une tentative de vol et une violation de domicile. Le commandant Michel a fermé le dossier. Je vais avoir besoin que vous tous, sauf mademoiselle Dubois, quittiez cette propriété. C'est une propriété privée et la propriétaire vous a demandé de partir. C'est ridicule, a explosé Marc. C'est ma sœur. Julie est enceinte. Nous avons besoin de cette maison. Vos besoins ne l'emportent pas sur le droit de propriété, a dit le commandant Michel fermement. Partez maintenant ou je vous arrête pour violation de domicile. Julie a commencé à pleurer. Maman a mis son bras autour d'elle. Claire, s'il te plaît, pense à ta nièce ou ton neveu. Ils ont besoin d'un bon foyer. Alors Marc devrait en fournir un, ai-je dit, comme j'ai pourvu au mien. Papa m'a pointé du doigt, sa main tremblant de rage. Tu regretteras ça. Nous en avons fini avec toi. Complètement fini. Je peux l'accepter, ai-je dit. Ils sont partis. Le camion s'est éloigné avec les quelques affaires qu'ils avaient déjà chargées. Le commandant Michel a pris une déposition formelle de ma part, et Richard a fait des copies de tous les documents. Voulez-vous porter plainte? A demandé Richard après le départ de la police. Pas encore, ai-je dit, mais documentez tout. Je soupçonne que ce n'est pas fini. J'avais raison. Au cours de la semaine suivante, j'ai reçu 47 appels téléphoniques de divers membres de la famille. Tante Lynn m'a traité d'égoïste et de cruel. Oncle Robert a dit que je détruisais la famille. Ma cousine Stéphanie a envoyé un long SMS disant à quel point ma défunte grand-mère serait déçue. J'ai bloqué la plupart d'entre eux après qu'ils ont refusé d'écouter ma version. Marc a lancé une campagne sur les réseaux sociaux.
Il a posté sur Facebook à propos de sa sœur sans cœur qui refusait d'aider sa belle-sœur enceinte et qui accaparait une maison familiale dont elle n'avait même pas besoin. Il a identifié des amis communs, des parents éloignés, des gens avec qui j'étais allé au lycée. Le message a été partagé 340 fois avant que je ne fasse une capture d'écran et l'envoie à Richard. C'est de la diffamation, a dit Richard quand je lui ai montré. Il fait de fausses déclarations qui nuisent à votre réputation. La maison n'a jamais été une propriété familiale. Pouvons-nous envoyer une mise en demeure? Absolument. Je la ferai rédiger aujourd'hui. La mise en demeure est arrivée à l'appartement de Marc par courrier recommandé 3 jours plus tard. Il m'a appelé 62 fois dans l'heure qui a suivi. Je n'ai pas répondu. Puis ma mère a appelé. Claire, tu as envoyé des menaces juridiques à ton frère. Ton propre frère? Il a publiquement menti sur moi et ma propriété. C'est de la diffamation. Il est bouleversé. Julie pleure constamment. Ils vivent dans un appartement exigu. Ils ne peuvent rien se permettre de plus grand avec le salaire de Marc. Marc travaillait dans la vente et gagnait environ 45 000 € par an. Julie ne travaillait pas. Ils avaient choisi leur situation financière. Ce n'est pas mon problème à résoudre en abandonnant ma maison. J'ai dit, nous vous avons élevé pour vous soucier de la famille. Vous m'avez élevé pour croire que les besoins de Marc passaient toujours avant les miens, ai-je corrigé. Cela s'est arrêté quand je suis devenu adulte et que j'ai réalisé que ce n'était ni normal ni sain. Elle m'a raccroché au nez. 2 semaines plus tard, je suis rentré de mon bureau pour découvrir que mes serrures avaient été changées. Ma clé ne fonctionnait pas. J'ai appelé Richard immédiatement. Puis la police. Quand j'ai appelé la maison de mes parents depuis ma voiture, papa a répondu, « Claire, enfin prête à parler depuis. As-tu changé mes serrures ?» Marc les a changées. Lui et Julie ont emménagé ce matin. Tu pourras récupérer tes affaires si tu es raisonnable à ce sujet. Je me sentais étrangement calme. Donc Marc est entré par effraction chez moi et a changé les serrures. Ce n'est pas une effraction. Il a utilisé la clé de secours que tu gardes sous le pot de fleurs. J'avais retiré cette clé de secours il y a 6 ans, mais apparemment Marc en avait fait une copie avant moi. Cela signifiait qu'il planifiait cela. J'appelle la police. J'ai dit, Marc est entré par effraction chez moi, a changé mes serrures sans permission et occupe illégalement ma propriété. C'est un cambriolage et une violation de domicile. Tu n'oserais pas. J'ai raccroché et appelé le 17. La police est arrivée en 7 minutes. Je leur ai montré mon titre de propriété, mon permis de conduire avec cette adresse, mes factures d'électricité, mes avis de taxes foncières. Tout était à mon nom. Rien n'était au nom de Marc. Quand les officiers sont entrés dans ma maison après que je leur ai donné la permission en tant que propriétaire légal, ils ont trouvé Marc et Julie en train de déballer des cartons dans ma chambre. Mes affaires avaient été jetées dans des sacs poubelles dans le garage. Marc a été arrêté. Julie aussi, bien qu'elle ait sangloté tout au long du processus. Les charges étaient cambriolage, violation de domicile et vandalisme. Ils ont endommagé la porte de ma chambre en la forçant. Mes parents sont arrivés alors que Marc était mis dans la voiture de police. Maman m'a hurlé dessus. Tu fais arrêter ta belle-sœur enceinte. Quel genre de monstre es-tu? Le genre qui ne laisse pas les gens voler sa maison, ai-je dit. Papa avait l'air anéanti. Nous ne te pardonnerons jamais pour ça. Ça me va. Ils ont payé la caution pour Marc et Julie. Ils ont dû contracter un prêt pour la couvrir. Richard a déposé une demande d'ordonnance de protection le lendemain. Le juge l'a accordée immédiatement étant donné l'effraction et l'arrestation. Mes parents, Marc et Julie, devaient rester à au moins 150 mètres de moi et de ma propriété. Puis les choses ont empiré pour eux. L'employeur de Marc a découvert l'arrestation. Quelqu'un leur a envoyé des captures d'écran de ses publications Facebook ainsi que le casier judiciaire. Ils l'ont licencié. Leur politique était claire. Les employés arrêtés pour des crimes liés au vol étaient licenciés immédiatement. Sans le revenu de Marc, lui et Julie ne pouvaient pas payer leur appartement. Ils ont emménagé chez mes parents qui vivaient dans un petit appartement de 3 pièces. C'était exigu, exactement la situation qu'ils essayaient d'éviter. Ma mère a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu avant de vérifier. Claire,
s'il te plaît. Tu as prouvé ton point de vue. Retire ta plainte. Marc a perdu son travail. Ils n'ont nulle part où aller. Il a commis un crime. J'ai dit que ce sont des conséquences. C'est ton frère qui est entré par effraction chez moi et a essayé de voler ma maison. Nous te paierons un loyer si tu les laisses rester là-bas. S'il te plaît. Non. La maison est à moi. Ils ne vivront jamais ici. Elle m'a traité de nom que je ne répéterai pas et a raccroché. L'affaire pénale a avancé. Richard m'a mis en contact avec un procureur qui était particulièrement intéressé par l'affaire à cause de la campagne de diffamation sur les réseaux sociaux que Marc avait menée. Il a essayé de vous faire honte publiquement pour vous faire abandonner votre propriété, a expliqué la procureure, Amanda Reeves. Puis, quand cela n'a pas fonctionné, il a commis un cambriolage. Cela montre la préméditation et l'intention. Le juge n'appréciera pas cela. L'avocat commis d'office de Marc a essayé de négocier un accord. Richard et moi avons refusé à moins que cela inclue une restitution complète pour les dommages, une rétractation publique formelle de toutes les déclarations diffamatoires et un accord permanent de non-contact. Marc a refusé. Il croyait toujours être la victime. L'affaire est allée au procès 4 mois plus tard. Cela a duré 2 jours. Les preuves étaient accablantes. L'acte prouvant que je possède la maison. Les registres du serrurier montrant que Marc avait engagé quelqu'un pour changer les serrures. Les rapports de police, la publication Facebook montrant sa campagne contre moi, les témoignages de Richard et du commandant Michel. Marc a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamné à 18 mois de prison avec sursis, avec mise à l'épreuve et 400 heures de travaux d'intérêt général, et lui a ordonné de payer 23 750 € de dommages et intérêts pour les dégâts à ma propriété, les frais juridiques et le coût de la resécurisation de ma maison. Il a également dû publier une rétractation publique, qu'il a postée sur le même compte Facebook où il m'avait diffamé. Elle a obtenu 43 j'aime contre les 340 partages de son message original. La plupart des gens n'ont jamais vu la vérité. Julie a demandé le divorce pendant que Marc effectuait ses travaux d'intérêt général. Elle est retournée chez ses parents en Bretagne. Le bébé, une fille, est né 3 mois après le procès. Marc a un droit de visite surveillé 2 fois par mois. Mes parents le conduisent en Bretagne pour ses visites car sa probation ne lui permettait pas de quitter la région sans surveillance. Ma famille élargie s'est fracturée. Environ 60% se sont rangés du côté de mes parents et de Marc, me traitant de cruel et d'impitoyable. Environ 30% ont admis discrètement que j'avais fait ce qu'il fallait mais ne voulaient pas s'en mêler. Environ 10%, principalement des cousins plus jeunes qui avaient aussi servi de boucs émissaires dans leur propre famille, m'ont contacté pour me soutenir. Ma tante Rachel, la sœur cadette de papa, m'a appelé 6 mois après le procès. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, a-t-elle dit. Tes parents ont toujours favorisé Marc. Je les ai regardés excuser ses échecs et critiquer tes succès toute ta vie. Tu étais plus intelligente, plus travailleuse, plus responsable, et il t'en voulait pour ça parce que ça donnait une mauvaise image de Marc par comparaison. Je sais, ai-je dit doucement. Ce que tu as fait, te défendre, faire respecter tes limites, refuser d'être volé, ça a demandé du courage. Je suis fier de toi. Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu quand il t'attaquait. Merci, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Mes parents ont tenté une dernière manipulation 8 mois après le procès. Maman a été diagnostiquée avec de l'hypertension et des problèmes de santé liés au stress. Papa a appelé d'un autre numéro inconnu. Ta mère est malade à cause du stress que tu as causé. S'il lui arrive quelque chose, ce sera ta faute. J'étais en thérapie depuis 6 mois à ce moment-là. Ma thérapeute, le docteur Sarah Hakim, m'avait aidé à comprendre le schéma de manipulation et d'abus émotionnels que j'avais enduré pendant des décennies. La santé de maman est sa responsabilité et celle de son médecin, ai-je dit en utilisant le script que le docteur Hakim et moi avions pratiqué. Je ne suis pas responsable des conséquences des choix d'autres personnes de commettre des crimes contre moi. Tu es sans cœur. J'ai des limites. Il y a une différence. Il a raccroché. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à Marc depuis 2 ans maintenant. L'ordonnance de protection a expiré, mais je l'ai renouvelée. Marc a terminé sa probation, mais a un casier judiciaire qui rend l'emploi difficile. Il travaille à temps partiel dans un entrepôt. Il vit toujours avec nos parents.
Il voit sa fille, qui a maintenant 2 ans, 2 fois par mois sous surveillance parce que Julie ne lui fait pas confiance seule avec elle. Mes parents sont toujours dans leur appartement, en difficulté financière parce qu'ils soutiennent Marc et parce qu'ils ont contracté des prêts pour sa caution et sa défense juridique. Papa a dû repousser sa retraite d'au moins 5 ans. Je suis toujours dans ma maison. J'ai rénové la chambre que Marc et Julie ont endommagée, la transformant en bureau à domicile. J'ai eu une promotion l'année dernière. Je suis maintenant architecte principal gagnant 215 000 € par an. Je vois quelqu'un, un homme gentil nommé David, qui travaille en droit de l'environnement et pense que mes limites sont saines et attrayantes. Je dors bien la nuit. Les gens me demandent parfois si je me sens coupable, si je regrette d'avoir été si dur avec ma famille, si je souhaite avoir été plus indulgente. La réponse est non. Ma famille n'a pas fait une erreur. Ils ont fait un choix calculé d'essayer de prendre quelque chose qui m'appartenait parce qu'ils croyaient que les besoins de Marc comptaient plus que mes droits. Lorsqu'on leur a demandé de partir, ils ont fait escalader la situation. Lorsqu'ils ont reçu des avertissements légaux, ils ont commis des crimes. À chaque point de décision, ils ont choisi leur sentiment de droit inné plutôt que le respect. Je n'ai pas ruiné leur vie. Ils ont ruiné leur propre vie en croyant qu'ils avaient droit à ma propriété, mon travail, mon sacrifice. J'ai simplement refusé de participer à ma propre victimisation. Le docteur Hakim appelle cela se remettre du sacrifice obligatoire, l'attente que certains membres de la famille doivent se sacrifier infiniment pour d'autres membres de la famille, indépendamment de l'équité ou de la réciprocité. Pendant 32 ans, j'avais été le sacrifice désigné, le bouc émissaire dont les réalisations étaient minimisées et dont les ressources étaient considérées comme propriété communautaire au profit de Marc. Se libérer de ce rôle m'a coûté mes relations avec la plupart de ma famille, mais ces relations étaient bâties sur mon exploitation. Elles ne fonctionnaient que lorsque j'acceptais moins que ce que je méritais, donnais plus que ce qui était juste et restais silencieuse sur l'inégalité. Il ne me manque pas. Le fantasme de ce que je voudrais qu'il soit me manque. Des parents fiers de leurs 2 enfants. Un frère qui célébrait mes succès au lieu de les envier. Une famille où l'amour n'était pas conditionnel à l'effacement de soi. Mais ce qu'ils sont réellement ne me manque pas. Ma maison a pris beaucoup de valeur. Elle vaut maintenant 680 000 €, près du triple de ce que j'ai payé. J'ai 340 000 € d'épargne retraite. J'ai une réussite professionnelle que j'ai gagnée par mes propres efforts. J'ai des amis qui me respectent. J'ai une relation bâtie sur le soin mutuel plutôt que sur le sacrifice obligatoire. Et j'ai quelque chose que ma famille ne pourra jamais me prendre, le respect de moi-même. Le mois dernier, ma cousine Stéphanie, qui m'avait traité de sans-cœur il y a 2 ans, m'a contacté. Ses propres parents venaient d'exiger qu'elle co-signe un prêt pour l'entreprise en faillite de son frère. Quand elle a refusé, ils l'ont traité d'égoïste et ont menacé de lui couper les vivres. Je pensais que tu étais cruel, a-t-elle écrit. Maintenant je comprends. Tu as juste été la première assez courageuse pour dire non. Peut-on parler? Nous avons pris un café la semaine dernière. Je lui ai dit tout ce que j'avais appris en thérapie. J'ai partagé les scripts de limites que le docteur Hakim m'avait enseignés. J'ai expliqué qu'on peut aimer sa famille et refuser d'être exploité par elle. Ne te menace-t-il pas de te couper les ponts? A-t-elle demandé. Ils l'ont déjà fait, ai-je dit. C'était le plus beau cadeau qu'il m'ait jamais fait. La liberté. Elle commence une thérapie le mois prochain. Elle est inspirée. Moi aussi. Parce que voici ce que j'ai appris. Quand des personnes toxiques vous font choisir entre votre bien-être et leur approbation. Se choisir soi-même n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. C'est la santé. C'est le seul choix qui mène à la paix. Je me suis choisi. Je ferai le même choix à nouveau. Et j'encouragerai quiconque dans une situation similaire à faire exactement la même chose. Ma maison est à moi. Ma vie est à moi. Ma paix est à moi. Et personne, ni famille, ni obligation, ni culpabilité, ne me prendra jamais ces choses.